Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Pooch revient avec une interview, un duplex depuis Montréal. Nous avons la Shoah et Patrick White nous fait l'amitié pour nous parler des élections fédérales au Québec qui se sont tenues hier. Et également, on parlera aussi de la crise de la presse au Québec qui sévit aussi là-bas chez vous. Patrick White, bonjour. Vous êtes professeur de journalisme à l'Université de Québec de Montréal, politologue aussi et journaliste, et vous le dites, passionné par la vie, la musique et les gens. Et là, je ne fais que lire votre compte Twitter. Patrick White, merci d'être avec nous pour nous dire un peu, pour nous donner un peu des infos du Québec. On parle beaucoup ce matin dans la presse française, effectivement, dans au Québec. Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez préciser à nos lecteurs, téléspectateurs, Facebook Live, comment ça se passe rapidement les élections au Québec? C'est pas les mêmes élections qu'en France, voilà. Alors, en fait, c'était les élections fédérales au Canada hier, dont les élections nationales pour le Canada au complet, incluant le Québec. Donc, au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires, et c'est un système parlementaire uninominal à un tour. Donc, il n'y a pas de premier tour, il n'y a pas de deuxième tour. Lorsque tu votes pour un député dans ta circonscription, tu élis en même temps le chef du gouvernement. Alors, ce qui est arrivé hier, c'est que Justin Trudeau a été réélu de justesse. Oui. Mais c'est un gouvernement minoritaire, ce qui fait qu'il va devoir négocier à la pièce les projets de loi importants, les initiatives environnementales et même l'adoption du budget du pays qu'est le Canada. Donc, la marge de manœuvre de M. Trudeau est diminuée très, très, très grandement. Et au Québec, c'est un peu la résurrection du Bloc québécois, un parti qui milite pour l'indépendance du Québec, mais sur la scène fédérale, on pensait que ce parti-là allait disparaître hier soir, et ils ont élu un peu plus qu'une trentaine de députés sur 78 au Québec. Donc, sur la scène fédérale, M. Trudeau va devoir également négocier à la pièce. La balance du pouvoir appartient à un parti de gauche qui s'appelle le Nouveau Parti démocratique du Canada. Donc, M. Trudeau va devoir négocier à la pièce avec le Bloc québécois, un parti séparatiste, et le Nouveau Parti démocratique pour faire adopter ses projets de loi, ses initiatives et surtout le prochain budget fédéral. Alors, je lisais, cher Patrick, dans la presse ce matin, qu'un gouvernement minoritaire au Canada, à la Chambre des communes, ne tenait pas plus généralement de 2 ans et demi. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'on va peut-être retourner aux urnes bientôt chez vous au Canada, à Québec? Normalement, un gouvernement minoritaire ici au Canada, c'est en 18 et 24 mois. Donc, c'est sûr que pour les citoyens, c'est très frustrant parce que les élections coûtent très cher. Mais effectivement, on devrait retourner en élection d'ici 2 ans, peut-être 3 ans si M. Trudeau est chanceux, parce qu'il a quand même réussi à obtenir 157 sièges sur 338 circonscriptions à travers le pays. Mais le chiffre magique était de 170 sièges pour avoir une majorité confortable, et il a perdu environ 25 sièges depuis l'élection de 2015. Donc, c'est un important recul pour M. Trudeau et un avertissement également qui vient du Québec, parce que M. Trudeau, durant la campagne électorale, a laissé entendre qu'il allait contester devant les tribunaux la loi québécoise sur la laïcité qui interdit le port du voile islamique et de différents objets religieux dans la fonction publique québécoise, par exemple dans l'enseignement, dans les écoles, chez les juges également, et dans les postes de police, chez les policiers, donc les gens en autorité au Québec. Et cette éventuelle poursuite judiciaire du gouvernement fédéral contre le projet de laïcité que le Québec a adopté, ben c'est sûr que ça a donné du vent dans les voiles au Bloc québécois, et c'est ce qui fait en fait que M. Trudeau a perdu sa majorité hier au Parlement fédéral à Ottawa. Oui, vous attribuez effectivement ce bon score du Bloc québécois sur ces sujets-là. Vous, selon vous, Patrick White, c'est vraiment quelque chose qui a joué dans les élections, dans les urnes? Ben, le Québec est une nation à l'intérieur du Canada, il est une société distincte avec sa langue, avec le Code civil de Napoléon, alors que dans le reste du Canada, c'est la common law britannique. Le Québec, évidemment, fonctionne en français, le reste du Canada fonctionne en anglais. Donc, c'est un peu 2 solitudes qui coexistent. Et hier soir, ben, évidemment, le fait que M. Trudeau, durant la campagne électorale, a laissé entendre qu'il pourrait aller devant les tribunaux pour contester la loi québécoise sur la laïcité, donc le port du voile dans la fonction publique ici au Québec, ben, ça a vraiment enragé la classe nationaliste au Québec.
Et ce qui fait qu'on s'attendait à ce que le Bloc québécois ait peut-être quelques sièges, moins d'une dizaine de sièges. Et hier soir, c'est un peu plus de 32 sièges. Donc, c'est une poussée énorme pour le Bloc québécois et son nouveau chef, Yves-François Blanchette. Effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle d'Andrew Scheer. Qu'est-ce qui s'est passé chez les conservateurs? Ça a été comme on dit en France, ça a été une claque, non? Comment vous le voyez, ce recul, ce net recul des conservateurs sur ces élections fédérales? Les conservateurs, ils ont quand même gagné le vote populaire au Canada hier soir. Hein? Donc, le système canadien, il est mal fait parce qu'on n'a pas la proportionnelle ici. Et il n'y a pas de premier tour, il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de troisième tour. Donc, le système électoral canadien est imparfait parce que hier, si on avait un système proportionnel, c'est M. Scheer qui serait premier ministre du Canada aujourd'hui. Donc, M. Scheer, un de ses principaux problèmes, au Québec en particulier, c'est le fait qu'il parle pas très bien le français. Il est pro-vie, donc il est favorable à l'avortement. Donc, c'est un dossier qui a été réglé au Canada en 1969 par la Cour suprême du Canada. Donc, il est également pas très favorable aux initiatives en faveur de l'environnement. Il est favorable au développement de gazoducs pétroliers à travers le Québec et dans l'ouest du Canada. Et pour les Québécois qui sont très sensibles à l'écologie, qui veulent également défendre la laïcité au Québec, M. Scheer n'était pas favorable à la loi sur la laïcité. Et le clou dans le cercueil, ça a été son appui à la question de l'avortement ici au Canada, bien qu'il ne voulait pas en faire un enjeu politique. Ça l'a rattrapé tout le long de la campagne. D'accord. Alors moi, j'ai lu un de vos confrères du Soleil ce matin, Jean-Marc Calvé, qui dit, je ne sais pas si vous l'avez lu, Patrick White, qui dit que le Canada est devenu un pop-corn politique avec beaucoup de diversité électorale, des provinces disséminées, des votes disséminés à droite à gauche, chacun pour sa cause, un pour l'écologie, un bloc de l'Ouest également. Est-ce que vous souscrivez à cette idée du pop-corn politique canadien suite à ces élections fédérales? Oui. Pardon. Oui, Jean-Marc Salvet dans le journal Le Soleil, qui est un quotidien à Québec, qui d'ailleurs est sous la protection de la faillite depuis 2 mois. Et on va savoir le 6 novembre si ce quotidien-là va survivre. Oui, le Canada... Et on va en parler après. Hein, le Canada est un pays profondément divisé aujourd'hui. C'est un popcorn, c'est complètement éclaté. Donc, en Alberta, le Parti conservateur de M. Scheer, qui est très à droite, qui a élu 99% des députés, dans la province de l'Alberta, qui est dans l'ouest et qui produit le pétrole de presque l'ensemble du pays. Le Bloc québécois qui a fait très fort au Québec, les libéraux qui ont été très forts également dans les provinces maritimes, ça c'est l'Est du Canada, et le Parti libéral de M. Trudeau qui a très bien fait en Ontario, mais dans l'Ouest canadien, comme la Colombie-Britannique, par exemple, près de Vancouver, donc tout ce qui est Vancouver et le nord de la Colombie-Britannique, c'est vraiment le Parti vert qui a fait une percée, avec le NPD qui quand même réussit à conserver une vingtaine de sièges. Donc, le NPD, parti de gauche, le Parti vert, parti de gauche, le Bloc québécois, parti de gauche. Mais le Parti libéral, malgré tout, a sauvé les meubles en conservant 157 sièges, mais ils en avaient 177 il y a 4 ans. Donc, c'est vraiment un pays complètement éclaté, un pays désorienté, avec quand même un leader qui est M. Trudeau, qui est réélu pour un 2e mandat, mais de façon minoritaire. Donc, sa marge de manœuvre va être quand même assez limitée dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'ailleurs, Justin Trudeau, il a dit quelque chose d'intéressant ce matin. Il a dit qu'il a déclaré effectivement avoir entendu les Québécois. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'effectivement, il se dit que du côté du Bloc québécois, il y a quand même une manne politique importante il y a l'importance de collaborer avec le Bloc québécois sur certains projets, comme par exemple peut-être la question de l'environnement qui est centrale dans le discours politique au Québec. Et je pense que Monsieur Trudeau va probablement laisser tomber l'idée d'aller devant les tribunaux sur la question de la laïcité, parce que là, ça pourrait amener une vague du Bloc québécois encore plus forte à l'élection qui, comme je le disais tout à l'heure, la prochaine élection va probablement avoir lieu d'ici 18 à 24 mois. Et là, si on met de l'huile sur le feu, ça pourrait amener une cote encore plus forte pour le Bloc québécois au Québec sur la question de la laïcité, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que Monsieur le Premier ministre Trudeau, qui est nouvellement réélu depuis hier, va vouloir travailler main dans la main sur certains dossiers avec le NPD, parti de gauche, et avec le Bloc québécois, qui est à gauche, mais qui est également un parti indépendantiste sur la scène fédérale.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de ce candidat du NPD, Jamit Singh, je crois qu'on dit comme ça. Reprenez-moi si c'est pas le cas. Quelle campagne il a fait, Jamit Singh? Quel est votre regard là-dessus Alors, Monsieur Singh est originaire donc de la région de Vancouver. Il est sikh, il a également un turban sur la tête, ce qui lui a évidemment coûté énormément de votes au Québec et dans le reste du Canada, malgré l'ouverture légendaire des Canadiens envers les immigrants. Monsieur Singh a fait une bonne campagne du côté du Québec avec son français qui était quand même plutôt bon, la facilité de contact avec le public en général, avec les citoyens. Il y a eu plusieurs débats télévisés durant la campagne électorale où il a quand même réussi à marquer des points avec un sentiment d'authenticité. On a vraiment eu l'impression que c'était un politicien authentique, très empathique. Donc, il a marqué des points, mais il n'a pas réussi à aller gagner le cœur des Québécois et le cœur des Canadiens dans le reste du pays. Et à 22 sièges hier, c'est vraiment une gifle au visage pour M. Singh, qui, malgré tout, doit donner une conférence de presse dans les prochaines minutes. Et je ne sais pas s'il va rester comme chef du NPD. Je ne sais pas s'il fait juste son bilan de campagne dans les prochaines minutes, mais c'est sûr qu'au NPD, on pensait peut-être faire une percée un peu partout à travers le pays et ça s'est pas matérialisé hier soir. Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le début de votre explication. Finalement, ça a pénalisé, vous dites, ce turban, peut-être, en termes d'image politique, certains Québécois ou pas? Voilà, c'est sûr que les gens préfèrent des candidats qui sont laïcs, donc qui n'affichent pas officiellement leur religion avec une croix dans le cou ou avec un turban ou avec un hijab, peu importe. Dans le reste du Canada également, d'après les analyses que j'ai lues ce matin, ça a été un facteur qui a fait que certains Canadiens ont décidé plutôt de voter pour M. Trudeau, qui est un Canadien bilingue, né à Montréal, et qui, évidemment, M. Trudeau, il faut le rappeler, c'est une dynastie. Hein? Son père, Pierre Elliott Trudeau, a été premier ministre du Canada de 1968 à 1984, à part une interruption de 9 mois en 1979. Donc, c'est la dynastie Trudeau qui se poursuit. Et Trudeau, ben, c'est un nom de commerce extrêmement populaire dans tout le pays. Et M. Singh, de ce point de vue-là, gagne à se faire connaître. Il est considéré comme un politicien sympathique, empathique et authentique, mais il n'a pas réussi, malgré tout, à marquer l'imagination des Canadiens. Finalement, on a l'impression, cher Patrick White, que le Canada serait-il peut-être moins progressiste, finalement, sur les cultures, le multiculturalisme, non? Ouais, parce que la question de l'environnement a tellement été importante durant la campagne électorale, avec Greta Thunberg en particulier, qui a été à Montréal lors d'une manif pour le climat le 27 septembre avec 500 000 personnes dans les rues de la métropole québécoise. Et malgré tout ça, il y a personne du Parti vert qui a été élu ici hier soir, à peine, je crois, 4 sièges à travers tout le Canada, alors que s'ils avaient eu 12 sièges, le Parti vert du Canada aurait eu le statut de parti officiel à la Chambre des communes, qui est le Parlement fédéral. Donc, malgré le fait qu'on parle d'environnement sans cesse, le parti écologiste numéro 1 au pays a même pas réussi à faire élire plus que 4 personnes. Donc, oui, les gens parlent beaucoup, mais lorsque c'est le temps d'agir, effectivement, on revient aux valeurs sûres, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada ou le Parti conservateur. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites là-dessus sur Greta Thunberg, parce que vous disiez qu'il y avait du monde quand elle était venue au Québec, au Canada. Ouais, à Montréal, un million de personnes dans la rue pendant 2-3 heures. Donc, c'est un fait marquant de la campagne électorale canadienne. Donc, ça voudrait dire peut-être, j'avance une idée, hein, vous pouvez me contredire, bien entendu, ça voudrait dire que finalement, les Québécois ont voté de façon plus identitaire qu'écologiste, d'une fois dans les urnes? Oui, d'une certaine manière, oui. En même temps, les gens ne voulaient pas au Québec que M. Scheer devienne premier ministre, étant donné qu'il était très conservateur, qu'il était pro-pétrole. Et de cette manière-là, le vote stratégique des Québécois hier, c'est d'avoir bloqué, en fait, l'arrivée de M. Scheer, qui était peut-être envisageable selon les derniers sondages. Donc, le vote stratégique des Québécois a fait que M. Trudeau a été élu comme premier ministre du Canada et qu'en même temps, le Bloc québécois, qui est un parti indépendantiste également, a une partie de la balance du pouvoir au Parlement fédéral avec le nouveau Parti démocratique, qui est un parti de gauche également. Donc, les Québécois sont très sophistiqués dans leur manière de voter. Le vote stratégique d'hier a permis de s'assurer que M. Scheer, qui est ultra-conservateur, ne soit pas élu comme premier ministre du Canada.
C'est extrêmement intéressant comme idée, effectivement, mais pour en revenir au Bloc québécois, Patrick White, qu'est-ce qu'on peut espérer sur ce parti-là dans les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce qui peut en sortir finalement? Parce que c'est un peu la renaissance du Phénix, ce parti-là. Alors, ça ne ramène pas à l'avant-plan la question de l'indépendance du Québec. C'est un dossier qui est sur la glace depuis le référendum de 1995 sur la séparation du Québec du reste du Canada. Le vote avait été perdu par 52 000 voix en 1995. Donc, la question de l'indépendance du Québec n'est pas d'actualité, mais le Bloc québécois quand même, qui est un parti nationaliste et indépendantiste également, qui fait la promotion de l'indépendance du Québec, va être présent au Parlement fédéral avec plus d'une trentaine de députés. Et ça va donner un pouvoir au Québec dans les négociations pièce par pièce, au cas par cas, avec M. Trudeau sur des questions importantes comme la question de l'écologie, comment est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que le Canada réduise ses gaz à effet de serre et s'assurer que le Québec reçoive également sa part du gâteau fédéral sur les transferts fédéraux budgétaire vers le Québec et s'assurer également que la culture québécoise est respectée à un moment où Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Netflix ne paient pas d'impôts au Québec, ne paient pas d'impôts au Canada. Et ça, c'est vraiment considéré ici au Québec et dans le reste du pays comme une situation totalement inacceptable. Oui, oui, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Mais une question de français, vous allez me dire, mais finalement, ce bon résultat du Bloc québécois, quelque part, est-ce que ça va pas peut-être laisser penser ou laisser émerger chez les Québécois un nouvel espoir, peut-être même si l'indépendance n'est pas au bout du jour ou n'est pas à la pointe? Est-ce que finalement, chez les Québécois, ils vont pas se dire, tiens, il se passe quelque chose ici chez nous, avec le Bloc québécois, peut-être que ça va relancer quelque chose au niveau des électeurs, non? Possiblement, mais en même temps que le dossier est tellement sur la glace, le dossier, les gens ne veulent pas de l'indépendance du Québec en ce moment. Les sondages montrent que l'appui à la souveraineté du Québec, ce qu'on appelle la souveraineté, l'indépendance du Québec ici, l'appui est à 30-35% dans les sondages en ce moment. Mais ce que ça va quand même donner, c'est une voix nationaliste forte du Québec à Ottawa qui va forcer M. Trudeau, le nouveau premier ministre réélu, à vraiment il va devoir négocier avec le Québec sur une base régulière. Et M. Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, a dit hier soir qu'il allait être le porte-voix de l'Assemblée nationale du Québec, donc député du Québec au plan provincial sur la scène fédérale. Donc, c'est le Québec qui reprend une place de premier plan au Parlement fédéral et les nationalistes vont être là pour défendre les intérêts du Québec avant tout. Donc oui, ça change la donne au plan fédéral parce que le Québec va prendre plus de place que dans le passé. Oui, d'accord. Mais effectivement, c'est intéressant. Mais est-ce que vous pensez que les relations, les négociations politiques, les jeux de pouvoir vont être rugueux, vont être durs, ou ça va se faire avec Blanchette en bonne intelligence, avec Je crois que ça va se faire en bonne intelligence, au cas par cas, dossier par dossier. Par exemple, s'il y a un budget fédéral qui est présenté dans les prochains mois, probablement que M. Blanchette va demander à M. Trudeau plus d'argent pour le logement social, plus d'argent pour combattre les gaz à effet de serre, peut-être un train à grande vitesse entre Toronto et Montréal, des sujets qui tiennent à cœur aux Québécois, comme la préservation des programmes sociaux ici au Canada. Donc oui, à quelque part, je crois qu'il va y avoir une bonne collaboration au début et ça va probablement s'envenimer assez rapidement l'année prochaine, ce qui fait qu'on risque de retourner en élection dans 18 mois ou 24 mois, peut-être même avant. Et le NPD, oui, ils vont négocier à la pièce également pour s'assurer que des programmes importants sur l'assurance médicaments, le logement social et combattre également la spéculation immobilière qui est un grave problème à Toronto, à Vancouver et Calgary et même à Montréal. Donc, l'augmentation du coût de la vie, le fait que les salaires ne suivent pas et la question centrale aussi des Google, Amazon, Facebook de ce monde qui ne paient pas d'impôts ici. Et ça choque autant la classe politique que les citoyens ordinaires. Et M. Trudeau a indiqué dans les dernières semaines qu'il avait l'intention de demander aux multinationales, aux GAFA, de payer leur part d'impôts à partir de l'année prochaine, comme l'OCDE le demande d'ailleurs.
D'accord. Bon, une dernière question. Je vous rappelle, vous êtes toujours en Facebook Live avec Patrick White, professeur journalisme à l'Université de Québec de Montréal, qui est aussi politologue, journaliste, hein, et vous êtes aussi le fondateur du Huffington Post, pardon. N'hésitez pas donc à partager, à liker le live pour faire connaître autour de vous et pour mieux comprendre aussi ce qui s'est passé hier aux élections fédérales canadiennes. Une dernière question, Patrick White, sur les élections. Comment on a voté à Montréal? Comment ça s'est fait? Quelles ont été les différentes tendances? On a l'habitude de dire qu'il y a Montréal anglophone, le Montréal francophone, le boulevard Saint-Laurent qui coupe tout ça de façon très schématique, hein, je vous l'accorde. Mais comment ça a voté chez vous à Montréal? Alors, Montréal, c'est une région d'environ 4 millions d'habitants. L'île de Montréal, 2 millions d'habitants. Et sur l'île de Montréal, ce sont essentiellement les libéraux de M. Trudeau qui ont remporté la manne hier soir. Donc, on s'attendait à ce que le Bloc québécois fasse des importantes victoires dans Hochelaga, Maisonneuve, qui est le centre-ville de Montréal, le quartier Rosemont où j'habite, qui est un peu plus au nord, et évidemment d'autres quartiers de Montréal comme Antique. Donc, les libéraux ont très, très bien fait. Également, le vote anglophone qui est concentré dans l'ouest de Montréal, essentiellement, dans l'ouest de l'île, a été très favorable, comme à l'habitude, aux libéraux. Donc, c'est un véritable raz-de-marée libéraux. Donc, l'île de Montréal est rouge, mais la banlieue de Montréal, en particulier la banlieue sud, ce qu'on appelle la Montérégie, la rive sud de Montréal, c'est le Bloc québécois qui l'a emporté haut la main. Et au nord de Montréal, la région de Laval, Laval étant une ville d'environ 1 million d'habitants au nord de l'île de Montréal, mais là, c'est les libéraux qui ont encore bien réussi. Donc, les libéraux s'en sont bien sortis et ça montre un peu à quel point le Québec est coupé en deux. Hein. C'est Montréal et le reste du Québec. Et dans le reste du Québec, c'est vraiment beaucoup le Bloc québécois qui a fait des gains. Les conservateurs qui ont conservé l'importante région de Québec, la capitale Québec, avec 800 000 habitants, et les libéraux qui ont réussi à faire des gains dans la région de Montréal surtout, évidemment dans l'ouest du Québec également, et le NPD qui conserve le siège, à un seul siège à Montréal, avec Alexandre Boulris du comté de Rosemont. Donc vraiment les libéraux qui ont très bien fait à Montréal, mais Montréal, c'est pas le Québec, mais ça demeure quand même la métropole. Et c'est un Québec qui est éclaté également aujourd'hui, parce qu'on pensait qu'il y aurait une vague du Bloc québécois avec peut-être 40-45 députés, et c'est pas ça qui est arrivé hier. C'est environ 32-33 députés au total, et ce qui fait que les libéraux ont gagné le vote essentiellement au Québec hier, malgré tout ça. D'accord, merci. C'est une analyse extrêmement précise et pertinente qui montre comment Montréal, effectivement, est un peu à part à Québec, parce que c'est quand même, vous l'avez dit, une ville cosmopolite, une grande métropole, voire mégalopole. Donc, cela explique ceci. Parlons des médias, Patrick White. Comment se portent les médias québécois? On a cru savoir, on a fait pas mal de sujets dans Putsch, hein, notamment sur le Soleil et d'autres médias qui sont en train d'avoir de grosses difficultés financières. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un tour d'horizon des médias québécois et des forces en puissance, des forces en présence aujourd'hui qui tiennent les médias québécois et pourquoi cette situation extrêmement délicate, difficile, voire inquiétante? Oui, ben, c'est une situation qui est très, très difficile en raison des problèmes financiers de la plupart des grands médias au Québec, en particulier Groupe Capital Média, une chaîne de journaux qui contrôle la moitié des journaux au Québec, incluant le journal Le Soleil à Québec et 5 journaux régionaux. Ça pourrait être l'équivalent de Ouest France, je dirais, Groupe Capital Média. Alors, ils sont sous la protection de la faillite depuis environ 1 mois et demi. Entre-temps, le gouvernement du Québec a dévoilé une aide financière aux médias qui va être étalée sur 5 ans, environ 250 à 300 millions de dollars pour aider les médias à traverser cette crise-là. Mais la crise est permanente, en fait. La bonne nouvelle dans l'élection de M. Trudeau hier, M. Trudeau a déjà annoncé un programme d'aide fédérale aux médias de 600 millions de dollars sur 5 ans. Ce programme-là est rétroactif au 1er janvier 2019. Donc, les médias sont dans un état extrêmement fragile, autant les télés que les radios, que les sites Internet, les hebdomadaires régionaux. Et comme je le disais, le 6 novembre, il y a un syndic de faillite qui va annoncer qui va être le repreneur ou non des actifs du groupe Capital Média, qui contrôle quand même 6 des 12 grands journaux québécois. Et une des possibilités, c'est que le groupe fasse faillite littéralement et ferme. Il y a quand même des repreneurs en ce moment, incluant les employés qui veulent lancer une coopérative sous forme d'organisme sans but lucratif. Donc, le monde des médias au Québec qui est attaqué de toutes parts par les GAFA, les Google et Facebook, qui ne partagent pas les revenus publicitaires avec les éditeurs de presse, un transfert de la publicité qui s'est fait de la radio, la télé, les journaux
vers les plateformes comme Google et Facebook qui ne paient pas d'impôts au Québec ni au Canada, qui ont commencé cependant à percevoir les taxes fédérales et la taxe provinciale sur les services comme la TVA en France. Donc, l'état des médias, malgré tout ça, on a quand même des grands groupes de presse qui vont très bien, comme Radio-Canada, qui est une télévision publique financée par le gouvernement fédéral, qui a des moyens très importants et qui a eu des très grosses augmentations de budget grâce à M. Trudeau depuis 4 ans. Donc, Radio-Canada, avec l'élection de M. Trudeau, va pouvoir continuer à gérer une croissance. En même temps, il y a le groupe Québécois Média, propriété de Pierre-Carl Péladeau, qui est un grand empire médiatique au Québec, qui contrôle le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Journal 24 heures, un tabloïd gratuit dans le Journal de Montréal, qui contrôle également plusieurs chaînes de télévision spécialisées, des chaînes généralistes, des chaînes d'info, l'équivalent de LCI ici qui s'appelle LCN, et le réseau TVA qui serait l'équivalent de TF1 en France, donc des cotes d'écoute importantes, mais une très grande baisse des revenus publicitaires du côté de la télé, et même chose du côté de ces médias, les journaux qui font des pertes du côté de Québécois. Le journal La Presse, le plus grand quotidien à Montréal, qui a reçu 50 millions de dollars de ses anciens propriétaires il y a 2-3 ans, et on pense que l'an prochain, il pourrait être à court d'argent. Donc, une situation extrêmement précaire. Ce qui va nous aider à passer à travers la crise, c'est l'aide fédérale aux médias. Mais je crois que les médias vont devoir s'aider eux-mêmes à développer des modèles un peu comme Putsch, des modèles basés sur l'abonnement, le sociofinancement, le crowdfunding, la philanthropie et surtout faire payer ces contenus avec des paywalls, avec des abonnements payants, avec des newsletters, des infolettes et un contenu à valeur ajoutée pour faire la différence. Et peut-être, oui, lancer des médias de plus en plus spécialisés au Québec. Et je crois beaucoup à la spécialisation de l'information pour nous aider à sauver les médias ici au Québec. Alors, moi, j'ai une question, cher Patrick White, c'est quel rôle jouent les lecteurs dans cette situation inquiétante pour la presse québécoise? Est-ce que les lecteurs, finalement, n'ont pas laissé tomber la presse? Est-ce que les lecteurs se sont habitués à lire gratuitement des contenus? Est-ce que les lecteurs ne veulent plus payer pour la presse? Est-ce que c'est un désengagement citoyen aussi, quelque part, cette cavalcade des médias vers le pire, vers la situation du pire? 85% des Canadiens ne veulent pas payer pour du contenu présenté par des médias. Donc ça, c'est vraiment un problème. C'est une réalité. Cependant, je crois que moi, le contenu doit être payant pour préserver la démocratie, préserver les emplois. Il y a quand même des gens qui sont abonnés, des centaines de milliers de gens au Québec qui paient pour certains journaux, mais il y a quand même un grand nombre de médias qui offrent le contenu gratuit. Et ça, c'est un peu l'œuf et la poule. Hein? Si tes abonnements ne sont pas payants, que tout le contenu est gratuit, ça dévalorise ton contenu. Et il y a une grande réflexion des grands médias au Québec, dont Groupe Capital Média, le contenu est gratuit sur Internet, sur l'application iPhone, Android, iPad. C'est pareil pour la presse qui est toujours gratuite sur son application iPhone, iPad et sur lapresse.ca. Donc, il va y avoir une redéfinition du modèle d'affaires qui va devoir se faire. Mais oui, il y a un cynisme grandissant des Canadiens envers les médias. La confiance des Canadiens envers les médias est autour de 50%. C'est assez faible. C'est un niveau qui était beaucoup plus élevé il y a 30 ans lorsque j'ai commencé ma carrière à la télévision. Donc, il y a un cynisme ambiant envers les médias et il y a une grande partie de la population qui ne comprend pas la situation et qui se dit, ben, le gouvernement va aider de façon temporaire, mais il y a quand même une réalisation d'une partie du public qu'il faudra payer pour conserver ces contenus-là et demeurer abonné pour assurer la survie de nos médias ici au Québec. Et il faut pas l'oublier, c'est un îlot francophone dans une mer anglophone, 300 millions d'anglophones aux États-Unis, une trentaine de millions dans le reste du Canada. Et au Québec, c'est à peine 8 millions d'habitants. Donc, c'est toujours le combat pour la défense du français qui se poursuit ici, pour la culture distincte du Québec, la société distincte du Québec. Mais oui, c'est comme en France, il va falloir en arriver à un débat social pour faire bien comprendre aux gens que s'ils perdent des journaux, c'est eux qui vont être pénalisés à la fin de la journée. En tant que lecteur, en tant que citoyen, la démocratie est solide lorsqu'on a des médias qui sont solides également au plan financier. Alors, on rappelle... Et indépendants, évidemment. Bien sûr, indépendant. Comme Putsch, effectivement, et merci de nous avoir cité, Patrick White, mais
On rappelle, hein, vous avez fondé le HuffPost Québec. Aujourd'hui, est-ce que si vous deviez fonder un média, Patrick White, qu'est-ce que vous avez un peu parlé de la spécialisation, du contenu payant, mais quel serait le secteur, quelle serait la ligne éditoriale que vous lanceriez, que vous estimez aujourd'hui qu'elle pourrait fédérer autour d'un média plusieurs centaines ou plusieurs milliers de Québécois? Moi, je dirais que le virage vidéo est très important, de faire un peu comme vous. La vidéo doit être au cœur de toutes les opérations. S'assurer que le contenu est multiplateforme, qu'on a des contenus différents peut-être pour les milléniaux, les millénarios, les fameux millennials, des contenus sur les médias sociaux qu'ils fréquentent, hein, que ça s'appelle TikTok ou Twitch, ou Instagram ou Snapchat, pas uniquement Facebook ou Twitter, également se diversifier en développant les podcasts, en développant les documentaires vidéo, comme je disais, avoir des approches de diversité, ouvrir davantage le secteur du gaming et des jeux vidéo, du e-sport, et se spécialiser peut-être davantage dans des domaines comme l'environnement, l'écologie, la technologie, et en arriver à offrir aux lecteurs, aux citoyens, une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. Et je pense que le succès passe par la qualité. Ça prend du contenu de qualité avec des journalistes professionnels, et on aura toujours besoin de journalistes pour nous expliquer le monde, l'analyser et mieux le comprendre. Alors, une dernière question, pas difficile, parce qu'elle n'est pas difficile pour vous, parce que vous êtes spécialiste des médias, hein, mais quel média, quel est le rôle que doivent jouer les médias dans la démocratie, dans le pluralisme des voix? Est-ce que c'est plus important aujourd'hui, encore plus important au Québec, ce pluralisme des voix? Parce qu'on sait, au Québec, vous êtes dans le débat, mais finalement, il y a quand même beaucoup de politiquement correct hein, au Québec. Ouais. D'accord, c'est du moins ce que me disent les Québécois que je connais. Oui, la rectitude politique est toujours un problème partout, même aux États-Unis et en France, peut-être que ça se développe un peu, mais comme on est très nord-américain, effectivement, la rectitude politique devient un problème dans le discours social, et je pense que c'est là où interviennent les médias, cette diversité des opinions, comme vous le faites avec moi aujourd'hui, diversité d'opinions, de points de vue, que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche également, du centre, Maxime Bernier, qui est un parti vraiment très à droite, qui était quand même peu favorable à l'immigration, favorable à l'avortement et tout. Et lui, il a été battu dans son propre comté hier et son parti a élu 0 député à travers le Canada. Mais il faut quand même permettre à M. Bernier d'exprimer ses opinions malgré tout et que toutes ces opinions-là soient bien représentées dans l'ensemble des médias pour combattre, évidemment, la rectitude politique qui peut toujours devenir un problème parce que on en arrive finalement à une forme d'autocensure d'une certaine manière ou de censure dans certains cas. D'accord, donc finalement, peut-être que le Québec a encore besoin, ou a besoin plus que jamais d'une grosse dose finalement de pluralisme, de débat, même avec des gens controversés. Il ne nous aura pas échappé qu'ici en France, nous avons la polémique avec le polémiste Éric Zemmour, hein, très décrié, qui est sur une chaîne CNews. Et aujourd'hui, il y a un grand débat en France qui s'ouvre là-dessus. Certains ne veulent surtout pas laisser la parole à Éric Zemmour, même la chaîne en elle-même. Les élus du personnel voudraient carrément que Éric Zemmour soit mis de côté de la chaîne CNews. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Patrick White, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir éclairé sur les élections. Merci beaucoup de nous avoir dit ce que vous en pensiez. Et à très bientôt. Nous ne manquerons pas de vous recontacter pour nous dire encore plus de choses intéressantes politiques et médiatiques sur le Québec. Merci beaucoup, Patrick White, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.